Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial sur votre chaîne préférée Gabon 24 où nous parlons aujourd'hui de l'actualité diplomatique du Gabon en partant bien sûr de plusieurs actualités comme le retour du pays au sein de l'Union africaine, le sommet USA-Afrique qui se passera dans quelques jours aux États-Unis, à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Et pour aborder justement tous ces points, pour parcourir un peu l'actualité de ce côté, je reçois sur ce plateau M. Lagrange Fidèle Sinmenou Agampé. Vous êtes directeur exécutif du think tank LARAD OING et vous êtes expert en diplomatie. Bonjour à vous. Bonjour M. Yann et bonjour aux téléspectateurs. Merci. Est-ce qu'on peut, aller, en commençant bien sûr par l'actualité peut-être une des plus importantes au niveau continental, c'est le retour du Gabon à l'Union africaine après, on va dire, 2 ans, quasiment 2 ans d'absence. Comment ça se prépare et quels sont les enjeux de ce retour ? Je vous remercie pour votre invitation et je voudrais déjà dire que le retour du Gabon au sein de la grande famille de l'Union africaine est un retour à saluer et qui vient concrétiser ce travail de longue haleine, ce travail diplomatique qui a été mis en œuvre sous le leadership certainement du président de transition d'alors et matérialisé par le ministre des Affaires étrangères et toute son équipe. Il a fallu, vous n'êtes pas sans savoir, que nous avons connu une situation, ce 30 août 2023, qui a amené l'Union africaine à mettre en œuvre les mécanismes qui étaient adoptés et qui sont en vigueur et qui se matérialisent par une suspension des pays où de tels genres de situations se produisent. Et lorsque ces situations se produisent, il appartient effectivement à la diplomatie de mettre en œuvre tout un processus pour rassurer la communauté internationale, pour rassurer les partenaires et éventuellement s'appuyer sur des médiateurs, sur des personnalités dont la crédibilité n'est plus à démontrer pour pouvoir ramener ces institutions multilatérales et autres, la communauté internationale, à pouvoir alléger des mesures, parce qu'il y a également des sanctions qui sont souvent prises, et ces sanctions ont des impacts économiques, ont des impacts aussi bien politiques également. Donc, il y a eu un travail qui a été fait, il faut le saluer, il faut féliciter les équipes de la diplomatie. Quel travail Il a fallu rassurer déjà que c'était une transition qui n'allait pas être longue, qui allait être très courte. Il fallait rassurer de ce que la population qui a suivi également, qui a accompagné certainement la dynamique, qui était partante pour l'incident, pour la situation politique qu'a connue le pays. Il fallait démontrer également que ce qui était en train de se passer n'allait pas perdurer comme cela se passe sous d'autres cieux. Et pour cela, il fallait également avoir un certain nombre de personnalités rodées, de personnalités, comme je le disais, qui ont une crédibilité. Et je crois que la CEAC également avait pris des mesures. En effet. Donc il a fallu que le président Faustin Archange Touadéra, qui est venu ici au début et à la fin de la transition, voilà, qui a été désigné comme médiateur, puisse également accepter de porter ce fardeau, d'échanger avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, échanger avec les partis politiques, la classe politique, la société civile, pour savoir si réellement ce qui s'était passé avait raison d'être et si le peuple était partant, parce que le pouvoir appartient au peuple, quoi qu'on dise. Donc, mais cela n'empêche que les sanctions, des mesures et des sanctions soient prises, ce qui avait été fait. Donc, à partir du moment où il y a eu la première communauté à laquelle fait partie, la première communauté régionale à laquelle fait partie le Gabon, qui est la CEAC, oui. a enclenché ces mesures et qu'il y a eu un médiateur qui a été désigné, qui a commencé à travailler avec le personnel diplomatique, toute l'équipe diplomatique, pour pouvoir monter les dossiers, pour pouvoir aller à la rencontre maintenant des autres chefs d'État, des pairs, des chefs d'État africains et des responsables de l'Union africaine et d'autres partenaires, pour les rassurer de ce que le dispositif, la transition qui a été mise en place
comprend la réalité des mesures qui ont été prises, mais souhaiterait qu'on lui accorde une certaine crédibilité. Donc ce sont des échanges qui ont lieu, des échanges qui prennent du temps, qui ont lieu. Et il y a également des missions d'enquête. Je pense qu'il y a eu le président de la Commission de l'Union africaine également d'alors qui avait effectué une mission ici. En effet. En dehors de ce que le président Faustin Archange Touadéra, médiateur, a eu à effectuer des missions aussi bien au sein de la CEAC qu'au niveau du continent. La transition également a fait de même. Donc après tout ce travail, il y a eu des institutions de transition qui ont été mises en place. Il y a eu un chronogramme de cette transition-là, donc la mise en place des institutions et finalement l'organisation des élections présidentielles qui ont permis un retour à l'ordre constitutionnel. Et à partir de cet instant, les institutions qui avaient pris un certain nombre de mesures conformément à leur thèse, conformément aux réglementations, devraient faire cesser ces mesures qui avaient été prises et réintégrer le Gabon. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Union africaine et nous avons d'ailleurs eu le privilège de voir le nouveau président de la Commission de l'Union africaine et les commissaires, particulièrement le commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, qui était au Gabon lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et ce qu'il faut saluer, c'est ce que ce retour va apporter au Gabon, parce que le Gabon suspendu, comme je le disais, ce sont un certain nombre de mesures restrictives. Le Gabon ne pouvait plus s'asseoir à la table de négociation sur des questions qui concernaient le continent africain. Le Gabon ne pouvait plus s'asseoir à la table des négociations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que le Gabonais aurait raté durant les 2 ans là potentiellement? Est-ce qu'il y a eu des grandes décisions qui ont été prises sans le Gabon? Est-ce qu'il y a eu des enjeux qu'on a peut-être pas... Effectivement, il y a eu des décisions qui ont été prises. Vous avez sans doute vous rendre compte qu'il y a aujourd'hui un nouveau leadership au niveau de l'Union africaine. En effet. Il y a un nouveau président de la Commission, donc il y a tout un processus qui a eu lieu, mais le Gabon n'a pas pu non seulement participer, être éventuellement candidat, ni proposer de candidature, ni voter pour des candidats. Donc, il y a eu déjà... On a dû subir à distance. Subir à distance. Il y a eu déjà cette restriction. Et au-delà de ça, il y a eu également des restrictions économiques. Il y a eu également... Le Gabon a été malheureusement empêché de bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Vous voyez, donc, ce retour à l'ordre constitutionnel qui a permis à ce que l'on puisse réintégrer le Gabon dans cette famille, permet au Gabon de reprendre sa place au sein de cette famille-là, de pouvoir avoir voix au chapitre, de pouvoir participer, que ce soit aux réunions des experts, que ce soit aux réunions des ministres des Affaires étrangères. C'est notre avantage d'être à la table lorsque les décisions se prennent. Et la réunion du Conseil exécutif, donc les ministres des Affaires étrangères, est prévue dans quelques jours. Dans quelques jours. Le ministre des Affaires étrangères donc, va y participer. Tout à fait. Quel est l'intérêt de cette réunion et quels sont les enjeux? L'intérêt de cette réunion, déjà, vous savez, lorsque vous ne participez pas à une rencontre internationale d'une structure dont vous êtes membre, déjà, vous n'avez pas véritablement certaines informations. Au-delà de ce que vous êtes privé de porter la voix de votre peuple, de porter la voix de votre pays, vous êtes privé d'un certain nombre d'informations et vous êtes obligé d'assumer certaines décisions qui seront prises et qui pourraient avoir des impacts aussi bien politiques, économiques que sociaux sur votre pays. Donc, le fait aujourd'hui que, comme vous l'avez si bien dit, bientôt, il y aura la réunion du Conseil exécutif, c'est-à-dire celle des ministres des Affaires étrangères qui se tiendra à Malabo la semaine prochaine. Le Gabon pourra pleinement prendre part à cette réunion et, conformément à l'ordre du jour qui traitera certainement, puisqu'il y a un nouveau leadership, il y a un nouveau président, de nouveaux commissaires, donc une nouvelle vision pour l'institution. Il y a eu le sommet qui a consacré l'élection des nouveaux leaders où certaines décisions qui doivent être mises en œuvre ont été prises. Et pour cela, il faut également du financement. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que la problématique du financement de l'Union africaine est d'actualité. Et durant les 2 ans, est-ce que le Gabon cotisait toujours
pour l'Union africaine. Le Gabon était suspendu, mais cela n'empêchait pas qu'il cotise, puisqu'il est membre. À partir du moment où vous êtes membre... Donc vous n'êtes plus à la table et vous devez quand même cotiser. Vous devez cotiser. Donc c'est l'un également des désavantages, l'un des aspects qui frappent lorsque vous êtes suspendu de cette institution. Et d'accord, on doit avancer sur le point de l'Union africaine avant de basculer sur d'autres points. Concrètement, le sommet qui va se faire là, c'est à Malabo, je pense. Il est prévu le conseil exécutif. Oui. Je pense que jusque-là, il n'y a pas eu encore de date précise pour le sommet. Généralement, ce qui se passe, après la réunion du conseil exécutif, quelques jours après, il y a la réunion des chefs d'État qui entérinent ou reviennent sur les propositions qu'ont eu à faire les ministres des Affaires étrangères. Mais je pense qu'officiellement, jusque-là, la date précise du sommet n'a pas été annoncée. Et est-ce qu'on a une idée des grandes lignes? Peut-être qu'il y a un challenge, une actualité phare qui va être abordée durant le sommet de l'Union africaine? Oui, forcément, comme je vous le disais, il y aura nécessairement la problématique du financement. C'est-à-dire le budget de la Commission pour l'année à venir. D'après certaines informations, l'Union européenne continue à participer au budget de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut aller vers une indépendance économique de l'Union africaine? Puisqu'il y avait déjà des militaires aussi potentiellement. Bien sûr, c'est possible. Puisqu'il y avait des travaux qui ont été déjà faits depuis plusieurs années, sinon depuis des décennies, et qui ont été consacrés par un certain nombre de décisions, dont la mise en œuvre de la ZLECAf. La problématique fondamentale de cette situation est que les pays ne cotisent pas. Les pays acceptent, vont à la table de négociation, participent, prennent des décisions ensemble, mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle, permettez-moi l'expression, des brebis galeuses qui ne permettent pas à l'institution de fonctionner convenablement, de donner leur quote-part de façon indépendante, ce qui oblige la Commission à recevoir des aides de partenaires qui connaissent la situation et qui se portent garant. On va terminer avec ça, avec une question simple. Est-ce que l'Union africaine peut réellement... non, je change ma question. Là, une pensée me revient. On parlait de l'Union africaine qui aurait potentiellement une place au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent. Est-ce que c'est une éventualité? 2 places. 2 places. 2 places. Régulièrement, le Conseil de sécurité renouvelle les membres non permanents. Non, je parle des 5 membres permanents. Non. On parle de l'Union africaine ou l'Afrique qui aurait une place là parmi les permanents. Il y a un processus qui a été mis en œuvre depuis 2 décennies pratiquement et qui est en train d'aboutir à ce que l'Union africaine, c'est-à-dire l'Afrique, puisse avoir au minimum un siège, sinon 2 permanents et 2 également ou 3 non permanents. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est déjà qu'au niveau de l'institution Union africaine, il y a souvent des dissensions, il y a souvent des situations qui font en sorte que les pays ne s'accordent pas véritablement. Et c'est l'avantage de l'Afrique. C'est notre avantage d'être là. C'est un autre avantage. Droit de veto. C'est un autre avantage d'être là, mais il est probable que le droit de veto ne soit pas accordé. Parce que c'est ce qui a pendant longtemps fait retarder le processus. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être envisagé, c'est que l'Afrique puisse avoir au minimum un représentant permanent au sein du Conseil de sécurité, mais n'ait pas le droit de veto. D'accord. Ce serait déjà un pas en avant. Ce serait déjà un pas en avant, c'est vrai, mais l'idéal serait d'avoir le droit de veto, puisque ça fait quand même 54 États et qui n'ont pas de droit de veto et qui participent à des décisions qui sont prises. Parce que le droit de veto permet d'empêcher la mise en œuvre d'un certain nombre de situations. Pour lesquelles on ne serait pas d'accord potentiellement. Pour lesquelles on ne serait pas d'accord. Nous avons connu une transition ici. Imaginez que pour X ou Y raison, un droit de veto avait été imposé pour empêcher le Gabon de pouvoir exercer sa souveraineté, de pouvoir ou si on veut attaquer un pays africain, l'Afrique comme ça a été fait au niveau avec la Libye. La Libye, on aurait pu mettre un droit de veto pour empêcher l'intervention. Un droit de veto pour empêcher l'intervention. Donc, en effet. Le grand challenge aujourd'hui, le grand défi aujourd'hui, c'est de pouvoir
obtenir un droit de veto pour le représentant le pays qui représentera l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Monsieur Agampé, on va avancer. L'autre actualité brûlante qui implique le Gabon, bien sûr, c'est le mini, certains parlent de mini-sommet, le mini-sommet USA-Afrique qui aura lieu du 9 juillet au 11 juillet à Washington. Et étonnamment, il n'y a que 5 pays africains qui ont été invités. Donc on a le Gabon, le président Oligui Nguema qui y sera, le Libéria, on a le Sénégal, la Mauritanie. On a la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Déjà, pourquoi ce petit nombre de pays? Pourquoi ça? Vous savez, le président Donald Trump, qui a prêté serment il n'y a pas longtemps, a pris un certain nombre de mesures radicales, qui a préféré mettre en œuvre une nouvelle politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Afrique. Et il y a eu au départ même des malcompréhensions, il y a eu des situations on parle d'une liste de pays africains interdits de visa. Voilà, récemment, il y a eu des restrictions pour des catégories de visas. Ou les aides qui ont été coupées encore. Les aides qui ont été coupées. Le président Donald Trump est en train de mettre en œuvre sa politique pour son pays. Il appartient également... L'Amérique d'abord. Il appartient également aux Africains, aux gouvernants africains, aux pays africains, de mettre en œuvre également, d'avoir une vision claire, une vision précise des relations qu'ils souhaitent avoir avec les États-Unis, qui, ne l'oublions pas, sont quand même une puissance. Et officiellement la première puissance. Officiellement la première puissance. S'il est vrai, même s'il est vrai que chaque pays détient une certaine souveraineté. Mais ce qui est remarqué aujourd'hui est que dans plusieurs pays, au niveau de plusieurs pays africains, il n'y a pas véritablement de vision claire de ce qu'est la politique étrangère de ces pays. Aujourd'hui, les États-Unis sont clairs, ils disent nous ne voulons plus donner comme nous le faisons auparavant, parce que il s'agit de l'argent de notre contribuable et nous pensons que cet argent peut faire autre chose chez nous, que chaque pays puisse se... Est-ce que c'est à l'image du deal qui a été signé récemment justement entre les États-Unis, le Rwanda et le Congo, où les États-Unis gagnent des minéraux au niveau de la zone de conflit et garantissent de pouvoir aider à la stabilisation? Est-ce que c'est un peu ce que Trump essaye de faire, c'est-à-dire on vous aide, mais on gagne quelque chose en retour? Ben oui, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit et je pense qu'il y a même certaines autorités politico-administratives, il y a eu des chefs d'État qui ont clairement dit que ce qui les préoccupe, ce sont leurs intérêts d'abord. Il faudrait également que l'Afrique arrive à un niveau où ils puissent dire voici nos défis et voici ce que nous voulons. Et donc les 5 chefs d'État en question pourront le faire? Les 5 chefs d'État en question Ils pourront le faire. Et pourquoi pas le Maroc, pourquoi pas l'Afrique du Sud, pourquoi pas le Kenya pourquoi ces 5 pays ils ont quoi de particulier? Le Gabon, par exemple, je prends un exemple. Le Gabon vient de mettre en place un nouveau leadership au niveau étatique. 7 mois. Et il y a un certain nombre de dispositions, il y a un certain nombre de réglementations, de mesures qui sont en train d'être prises au niveau étatique, dont les impacts pourraient véritablement apporter un plus aux populations. Les États-Unis ont certainement compris que voici un pays démocratique qui respecte les règles démocratiques que nous souhaiterons que tous les autres pays puissent mettre en œuvre chez eux. Voici ce pays qui a également des potentiels, qui a également des opportunités qui pourraient nous aider, qui pourraient également contribuer à notre épanouissement. Donc, il faudrait collaborer et aller de l'avant dans la collaboration, qu'elle soit économique, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit... Mais maintenant que vous parlez de cet aspect avec les élections, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, Oligui Nguema qui est utilisé comme un exemple comparé par exemple à des pays comme le Mali, comme le Niger, enfin les pays de l'AES? Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer que voilà l'exemple que nous souhaiterions que certains pays suivent en termes de démocratie et d'élection? Bon, il n'appartient que... Je pense qu'il n'y a que des responsables américains qui ont travaillé qui peuvent aller au fond du dossier, qui peuvent nous dire concrètement les critères qui ont
valu au choix de ces pays. Mais lorsque vous observez, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un seul pays de l'Afrique centrale. En effet, le Gabon. Un pays qui dispose d'un certain nombre de ressources. Et également, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez la plupart des autres pays qui également disposent d'un certain nombre de ressources. Le Sénégal avec du pétrole récemment comprenez déjà que les États-Unis, comme je le disais, le président Donald Trump a ses objectifs qu'il veut atteindre et il cherche les leviers, les mécanismes et les ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient naturelles, pour pouvoir mettre en œuvre sa politique et atteindre ses objectifs. Et ça peut s'arrêter là, vous pensez? Mais là, vous savez, il faudrait également que nos pays qui disposent des ressources, vous avez parlé du Niger, du Burkina, du Mali. Le Niger dispose d'un certain nombre de ressources dont les États-Unis ont besoin, mais ils n'ont pas été invités. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement se focaliser juste sur l'optique économique? Je pense que non, parce qu'il y a un exemple qui est là. Le Niger est un grand producteur, dispose de grandes réserves, de grandes ressources d'uranium. Au-delà de ça, il y a également le Burkina. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, le Burkina, le chef d'État burkinabé, avait été invité par le président Donald Trump, mais il a décliné cette invitation. En effet. Donc, il se pourrait qu'ils auraient bien voulu rééditer une invitation, mais puisqu'il y avait déjà eu un refus, certainement qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire pour que cette rencontre soit bilatérale, et ils ont préféré ne pas associer l'un de ces pays, le Burkina. Mais par contre, moi je pense, et comme vous l'avez dit, on est en train de montrer l'exemple, de dire, voici un pays démocratique en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Sénégal, la Mauritanie, qui également a accepté d'aller à la démocratie. Le Libéria également. Le Libéria également. Mais n'oubliez pas que parmi ces pays, il y a la Guinée-Bissau, où normalement des élections étaient censées être organisées. Mais jusque-là, il n'y a pas de clarification précise sur le processus électoral qui devrait permettre l'alternance. Donc là encore, quel peut être l'intérêt des États-Unis en Guinée-Bissau? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Et bon, je peux me dire qu'ils ont certainement un intérêt, soit s'il n'est pas minier, s'il n'est pas économique, peut-être politique. La Guinée-Bissau peut les aider à affermir leurs relations avec les pays de l'AES. Qu'est-ce qu'on en sait? En effet. Qu'est-ce qu'on en sait? Puisque le chef d'État burkinabé, le chef d'État bissau-guinéen a de très bonnes relations avec ces trois pays-là et a joué un rôle très important au niveau de la CEDEAO dans le cadre de cette transition qui sont en train de se dérouler. Nous sommes quasiment arrivés à la table, il nous reste 2 minutes environ. J'aimerais qu'on puisse toucher un peu l'aspect du changement de leadership au niveau de certaines institutions telles que la Banque africaine de développement et Afreximbank. Au niveau de la BAD, on a eu M. Adesina qui était là très longtemps. Lors de l'élection, c'était à plusieurs tours. Ça a été très difficile pour que le nouveau président puisse passer. Qu'est-ce que ces changements augurent? Effectivement, il faut dire qu'il y a eu ces récents changements et il y a eu tout un processus qui a amené à ces changements. Il y avait effectivement un candidat qui avait de l'avance sur les autres qui étaient le Zambien. Mais à la dernière minute, vous n'êtes pas sans savoir que tant que l'élection n'est pas concrétisée, n'a pas eu lieu, il faut toujours négocier. Donc, négocier, qu'est-ce que vous cédez? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le candidat qui avait de l'avance, qui était pressenti, n'a pas pu passer? Il faut se poser cette question, mais il faut connaître également le fonctionnement de la Banque africaine de développement. Au niveau de cette institution, il y a des pays qui sont actionnaires majoritaires. Il y a un pays comme le Nigeria qui est actionnaire majoritaire. Et lorsque vous êtes candidat à cette élection, il faut pouvoir avoir un certain nombre de pays. Et ce qui a certainement valu, c'est l'expérience
la riche expérience du nouveau président Alaba-Dea, qui est également... Algérien, je pense, le nouveau président. Mauritanien. C'est un Mauritanien qui a fait ses preuves à la Banque africaine, Alaba-Dea, et qui a réussi quand même à atteindre un certain nombre d'objectifs dont les impacts ont été significatifs. Et la BAD joue un rôle très important dans les processus d'intégration régionale au niveau de l'Afrique et dans la stabilité économique et financière de nos pays. D'accord. Il faut espérer que le nouveau président puisse continuer dans la dynamique du président Adesina qui a beaucoup fait pour nos pays africains, pour les jeunes, pour les femmes. Et le nouveau président élu a également, durant sa campagne, démontré qu'il apportait une attention particulière à ces catégories. Merci à vous, M. Silminou Agampé. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du think tank l'ARAD, ONG expert en diplomatie. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir regardé ce plateau spécial centré sur l'actualité diplomatique du Gabon et en Afrique également. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.